Merci pour avoir tenu les temps. On a donc du temps pour les questions. S'il y a des questions, vous vous approchez des micros qui sont les deux micros devant. Une brève question, Monsieur Lebras. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez redouté que la cathédrale s'effondre d'une certaine manière? Parce que avec le poids que vous avez rajouté, la fragilité évidemment des structures, comme vous l'avez expliqué, est-ce que ce risque-là, il a existé? Ou est-ce que le miracle de la cathédrale a été le seul opérateur pour le prévenir? Non, je pense que tout le monde avait cette crainte, d'autant plus avec les 400 tonnes d'échafaudage qui pesaient donc sur le monument. Il faut bien s'imaginer que les structures d'échafaudage étaient prévues pour être autostables. Donc c'est ça qui a certainement contribué à sauver la cathédrale. Mais malgré tout, cet échafaudage reposait sur des calages en bois. Et la liaison entre la structure métallique de l'échafaudage et la structure en pierre, donc se faisant par ces cales en bois, qui ont disparu via l'incendie, l'échafaudage s'est retrouvé comme suspendu au-dessus de la cathédrale. Donc là, il y avait une vraie inquiétude, et il y avait un vrai risque à ce niveau-là. Et concernant les voûtes, en tout cas les mesures de sécurité qui ont été anticipées donc par l'architecte en chef et son équipe ont été tout à fait appropriées, puisque dans les mois qui ont suivi, que ce soit par les phénomènes de sécheresse en plein été ou les phénomènes de gel, on a eu vraiment des fragmentations de pierres et des joints qui se sont complètement altérés. Il y a eu des chutes de matériaux qui auraient pu laisser présager le pire pour la cathédrale. Donc heureusement qu'il y a eu des travaux de mise en sécurité qui ont été faits et bien réalisés. D'autres questions? Oui, Jean-Claude? C'est une question à M. Boyer. Le problème, est-ce que les revêtements que vous avez faits sur les ossatures en fer vous permettent d'éviter totalement la pile de corrosion fer-cuivre, et comment est-ce que vous pouvez y arriver? Alors, c'est ce protocole donc, de complexe de peinture appliqué en plusieurs couches à différentes dilutions pour la partie peinture époxy et la protection définitive, on va dire, par application d'une feuille de téflon ont été mis au point à l'époque de la restauration du quadrige des Grands Palais avec le LRMH. Il n'y a pas de risque. Le contact, en fait, ne se produit plus mécaniquement, mais aussi de façon physico-chimique. Il n'y a plus d'échange. C'est quelque chose de pérenne. Maintenant, si vous voulez parler de la durée de cette protection, on n'a pas pu faire d'éprouvettes qui nous permettent de dire voilà, c'est une protection qui va durer 100, 200 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, le retour d'expérience que l'on a prouve qu'il n'y a plus d'échange entre les deux métaux. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour les deux intervenants. Vous avez parlé dans votre protocole d'extraire chimiquement, en fait, les traces de plomb. Mais il y a un problème, c'est qu'il y avait des peintures qui étaient au plomb. Comment se fait-il qu'elles n'ont pas été attaquées? Alors, il y a deux choses dans la formulation de ce gel. Alors, déjà, le gel lui-même, il est conçu justement pour limiter la pénétration d'eau. De l'eau qui va véhiculer, bien sûr, les agents de séquestration, les agents de décomplexation. L'utilisation de gel, justement, permet de limiter la diffusion d'eau et la garder pour les réactions qui se font vraiment à la surface. Alors la peinture, elle est au plan, mais les particules, si vous voulez, de pigments sont complètement enrobées de liant gras, donc ici, il est complètement hydrophobe. Bon, il y a des études qui ont été effectuées en Grande-Bretagne il y a quelques années sur l'utilisation sécurisée de ces gels sur les peintures de chevalet, et les résultats étaient complètement probants. Donc, si vous voulez, le grand risque, c'est rajout de l'agent complexant. Et jusqu'à concentration de 5%, on n'a pas observé des difficultés d'utilisation de ce gel
ce gel, de ces agents de complexation sur la peinture à l'huile. Alors qu'ici, l'application, elle se faisait à 1 ou 2% de citrate d'ammonium. Et lorsque vous avez fait ce nettoyage de cette chapelle, est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas, qui étaient cachées sous des dépôts? Et vous avez eu des surprises? Alors non, on n'a rien découvert. Bon, il y a toujours des petites anecdotes, c'est-à-dire qu'au-dessus des chapiteaux, il y a des traces de peinture, donc on imagine que les décorateurs ont soit testé une couleur, soit le pinceau était trop chargé, donc il a essuyé son pinceau sur le haut du chapiteau. Mais à part ça, par contre, ce qui est impressionnant, c'est que tout est peint et tout est doré, même des parties qu'on ne voit pas du tout, ni d'en bas. Même le retour des chapiteaux sont dorés et peints. Voilà, donc ça, c'est assez exceptionnel. Même ce qu'on ne voit pas est fini. D'autres questions? Encore une, évidemment. Quand on a vu les images de l'incendie, on a été frappé par sa violence. Les températures nous semblaient extrêmes. Comment est-il possible que l'on a vu les peintures que vous nous avez montrées qui semblent avoir été totalement préservées? Est-ce qu'on a eu une image de la répartition des températures dans la cathédrale à la suite de l'incendie elle-même? Et est-ce que ça a été un élément guidant, structurant? On a vu les différentes statues, effectivement, qui étaient à proximité. Comment est-il possible que tout cela ait pu résister à ce que l'on pouvait penser, au vu des images que nous avions, d'une température extrêmement élevée? Chacun sait qu'un incendie, ça peut aller jusqu'à 1000 degrés, par exemple. Pour les statues n'étaient pas présentes pendant l'incendie, puisqu'elles avaient été déposées avant. Tout était démonté. Sauf le coq, qui, lui, n'était pas accessible. Et donc, mais toutes les statues étaient démontées, oui. Je parle des peintures maintenant, effectivement. Alors, c'est pas trop ma spécialité, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que comme les voûtes sont tombées, ça fait un peu comme une cheminée, donc ça a aspiré les fumées. Donc, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de fumée qui a stagné à l'intérieur. Et après, comme c'était quand même vraiment au niveau de la charpente, et les peintures sont quand même beaucoup plus basses, donc les températures très hautes étaient quand même au niveau de la charpente et du toit, mais pas vraiment au niveau du déambulatoire. Alors je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut préciser, mais c'est l'impression que j'ai. Je pense qu'il faut indiquer aussi que bon, l'intérieur de la cathédrale, dans la partie chœur, était protégé par les voûtes. Les voûtes ne se sont pas effondrées dans cet endroit-là, et la chapelle sont assez éloignés de la voûte. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'effet néfaste de la température de ces chapelles. Alors, on voit beaucoup plus de dégâts qui sont causés par l'eau, qui étaient peut-être apportés aussi par l'intervention des pompiers, mais en tout cas, on ne remarque pas des problèmes particuliers liés à l'élévation de la température qui n'a pas atteint les chapelles. Est-ce qu'il y a des œuvres, là je m'adresse à tous les quatre, des œuvres irrémédiablement perdues dans cet incendie? Aucune. Aucune? Aucune. Miracle. À part l'hôtel, mais sinon non, aucune. Le coq, lui, a été retrouvé sur les couvertures, complètement cabossé dû à la chute, mais il n'a pas fondu. De toute façon, les températures de fusion du cuivre n'ont pas été atteintes. Les statues auraient été en place, elles auraient souffert des chocs thermiques, les joints, la brasure des tympans aurait fondu et elles auraient été complètement comprimées avec la chute de la structure, mais le cuivre n'aurait pas fondu. Et le coq, lui, nous l'avons à peine touché, on ne l'a pas restauré. Je crois que l'objectif n'est pas de le restaurer, mais plutôt de le conserver en l'état comme une sorte de vestige du drame, mais il a été retrouvé uniquement embouti du fait de la chute. Et pour le coup, les éléments qui ont brûlé à l'intérieur de la cathédrale sont essentiellement les structures de la flèche, donc qui s'est fragmentée en deux parties. Une partie s'étant effondrée donc, sur la première travée de la nef, une autre partie à la croisée. Ces structures bois donc, se sont retrouvées au sol, vraiment au centre de la cathédrale, et ont pu être assez facilement arrosées par l'intervention des pompiers. Alors il y a des choses qui sont troublantes, c'est que autant il y avait 10 cm d'eau dans la cathédrale le lendemain matin, autant les gargouilles ont rejeté de l'eau pendant 48 heures, autant au pied de la Vierge, il y avait encore
des bougies qui étaient encore allumées. Voilà. Aucun avis là-dessus. Donc, s'il n'y a plus de questions, si, venez, au micro, là. Un des deux micros, là. Ma question relève encore aux peintures. Il me paraît qu'avec votre procédé de nettoyage, vous avez rendu plutôt l'état original de la peinture que celui avant l'incendie. On sait, par exemple, d'après les expériences à Chartres, qu'un nettoyage, disons brutal, peut induire un vieillissement accéléré après le nettoyage qui n'était pas prévu. Est-ce que vous avez fait des expériences sur le vieillissement après le nettoyage? C'était pas un nettoyage brutal, hein. C'était impressionnant parce que c'était très noir de crasse, mais la technique, on ne peut pas dire que c'était une technique brutale, c'est une technique classique de restauration de peinture murale. Après, pour le... Je rajouterais aussi que bon, l'état effectivement très nettoyé de ces peintures, elle les rapproche de la présentation de l'état dans lequel elles sont trouvées après la création, mais les peintures étaient encrassées avant l'incendie. Je ne suis pas sûr que l'incendie a apporté beaucoup de crasse supplémentaires sur ces peintures. Donc voilà. Et l'élimination de crasse de tous les matériaux du patrimoine, de toute manière, favorise leur conservation en général, parce que les couches d'encrassement, ça dépend encore de leur composition, mais peuvent constituer elles-mêmes le facteur de dégradation de ces peintures ou éventuellement créer un milieu pour les processus de dégradation. Donc, d'un côté, on voit pas très bien, on n'aperçoit pas très bien ces peintures avant le nettoyage. Et deuxièmement, il n'est pas sûr que le nettoyage puisse aggraver la situation, si vous voulez, au niveau de la conservation. Oui, mais justement, c'est ça l'avantage de l'emploi du gel, c'est que ça limite la pénétration du solvant ou du complexant. Donc, si vous voulez, on fait de plus en plus attention justement à ce que ça reste vraiment en surface et que ça n'ait aucun impact sur la peinture elle-même. Et puis l'élimination de gel, parce que ça c'est aussi important et quasi total, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on rince 2, 3, 4 fois pour être sûr qu'il n'y ait plus de produit sur la peinture. Christian ? Merci à tous les intervenants, mais j'ai une question pour vous deux. Le plomb, quand il s'est vaporisé, il est métallique. Quand il se dépose, il est métallique et le général nous a montré des photos où on voit bien les morceaux, les billes de plomb, quoi. Enfin microscopiques, mais billes de plomb. Or, les complexants que vous utilisez, c'est des complexants du plomb ionique, du PB2+. Donc, comment vous avez fait pour passer du plomb métallique au plomb 2+ pour arriver à le prendre? Bonne question. Alors, le dépôt de plomb qu'on voit en forme de billes, il est éliminé mécaniquement en grosse partie, si vous voulez. Mais sur ces peintures, nous avons constaté qu'il n'y a pas uniquement des billes de plomb métallique, mais il y a aussi des particules qui correspondent, notamment, là, je montrais une petite particule dans laquelle on a trouvé du chlore et du plomb. Alors, c'est peut-être des chlorures de plomb, on n'a pas pu aller plus loin. Mais ce sont des espèces qui sont hydrosolubles et sont facilement complexées par le ion citrate. Si je peux avoir la dernière question. Vas-y, Bernard. Quand on mesure Attendez, il y a monsieur qui va parler. Non, allez-y, je vous en prie. J'ai deux petites questions. Je voulais savoir, est-ce que ce sont les mêmes entreprises qui interviennent pour éliminer le plomb à proximité des bâtiments jouxtant Notre-Dame, puisqu'il y a eu quand même une contamination au plomb liée à l'incendie. Et deuxième question pour Monsieur Lebras, combien de temps allez-vous conserver les cintres pour la protection, enfin pour le support des arcs-boutants et des voûtes, et qu'allez-vous faire ensuite de tout ce matériau, si vous allez le garder puisqu'il est ajusté à Notre-Dame, ou si ensuite il va être recyclé? Allez-y. Je réponds. Vas-y. Oui, donc
Il y a des cintres sur les arcs-boutants qui ont vocation donc, uniquement à sécuriser la cathédrale, mais il y en a un certain nombre qui ont vocation justement à participer aux travaux de restauration. Donc il y a des arcs-boutants complets qui vont être restaurés, qui vont être démontés. Et donc ces arcs-boutants vont servir en fait de coffrage et d'étaiement pour les démonter et les remonter. Donc ils seront démontés au fur et à mesure de l'avancée des travaux de pierre de taille. Que vont-ils devenir? Ils seront la propriété de l'établissement public Notre-Dame. Alors, le général n'est plus là pour y répondre. Serviront de bois de chauffage. Bernard, tu veux poser la question? La dernière question, c'est ce chantier est d'une ampleur considérable et d'une complexité considérable. Comment avez-vous pu trouver les compagnons qualifiés pour presque, je dirais, au coup de pistolet, démarrer? Moi, ce qui me fascine, c'est l'extrême, je dirais, compétence qui semble être celle de tous les intervenants que vous avez, que ce soit la restauration des statues, que ce soit effectivement les voûtes, que ce soit la peinture. Ce potentiel-là préexistait, ou vous avez dû mettre en place un processus de qualification? Alors, au tout début de la période de sécurisation, c'est-à-dire les 3 semaines qui ont suivi l'incendie, c'était un véritable état d'urgence, et nous, pour notre part, du côté de Socra, on a été présents de 6h du matin à 1h du matin tous les soirs, et on ne faisait plus rien d'autre. Donc effectivement, on a mis au service de la cathédrale un maximum de personnel interne à la structure, et on a arrêté quasiment tous nos chantiers. Donc ensuite, le processus de sécurisation s'est mis en œuvre, mais je pense que toutes les entreprises ont mis à disposition le personnel en interne. Et ensuite, il y a dû y avoir des formations, mais ça c'est Julien qui va le préciser, mais des formations en interne qui ont permis de gonfler les effectifs. On est dans le même cas, hein. Au bout de 48 heures, on avait plus de 120 compagnons de notre entreprise qui étaient mobilisés donc sur le chantier de sécurisation de la cathédrale, sur différentes tâches, que ce soit les tâches de clôture, d'installation de chantier, d'échafaudage, d'étaiement, d'étrésillonnement, de l'évacuation de gravats, plus toute l'ingénierie. Hein, il y a tous les métiers qu'on ne voit pas, c'est le métier de back-office, toute l'ingénierie qui est derrière. Mais c'est vrai qu'on est sur des métiers hyper spécialisés. Donc, dans nos entreprises, on a d'une part la passion, mais on a la spécialisation. Et quand on vit un drame comme celui-là, il se passe quelque chose de formidable, c'est qu'on n'est plus sur un chantier. Là. On est investi un peu tous d'une mission, et quand il y a 200-300 personnes qui arrivent de 10, 15, 20 entreprises en quelques jours de temps, contrairement à un chantier classique où des fois on peut dire ouais, mais tiens, évacue ton matériel, là tu me gênes, ou non, je ne peux pas faire ça, l'autre il n'a pas terminé. Là, on n'était pas du tout dans ce cadre-là, on était tous main dans la main, et on ne se posait même plus de la question de l'appartenance à l'entreprise ou de qui devait faire quoi. Il y avait des choses à faire, on les faisait, tout simplement. Donc il y a eu vraiment une alchimie, parce qu'on parle de chimie aujourd'hui, il y a vraiment eu une alchimie sur les interventions humaines et les interventions un peu de tous les corps de métier, de l'encadrement à la maîtrise d'ouvrage. Et ce qui a fait la réussite de la sécurisation, c'est que justement tout le monde a été main dans la main dans le même sens. Alors la formation, bien sûr qu'on continue, bien sûr que le chantier met en avant le patrimoine, met en avant nos métiers, met en lumière un petit peu tout ça, et j'espère qu'il donnera l'envie à beaucoup de jeunes de se lancer dans nos métiers passionnants. Et j'espère aussi, là je m'adresse plus au ministère de la Culture, j'espère que la sensibilisation sur le patrimoine ne s'arrêtera pas au plan de relance, ne s'arrêtera pas à Notre-Dame, ne s'arrêtera pas à 2024 aux Jeux Olympiques, parce que nos métiers, c'est les métiers de formation longue. Quand on engage, que ce soit un restaurateur, que ce soit un charpentier, un tailleur de pierre, peu importe le métier, on est sur 8 à 10 ans de formation. Donc les jeunes apprentis qu'on embauche aujourd'hui, on a besoin de pérenniser leur job pour les décennies à venir, et on a besoin de visibilité. Je suis en parallèle trésorier du groupement des entreprises des monuments historiques, et en France, il y a suffisamment d'entreprises capables de gérer un chantier comme Notre-Dame. En termes de formation aussi, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir pour faire des CAP, des BPMH en taille de pierre, en serrurerie, en charpente. Donc ça, c'est important, mais le problème, c'est qu'à la fin, comme le disait Julien, à la fin de ce chantier, il va falloir continuer à les embaucher, ces gens. On ne va pas former des gens uniquement pour Notre-Dame, parce que de toute façon, ils ne seront pas formés pour Notre-Dame, puisqu'il faut plusieurs années. Mais on aura ce personnel à disposition.
Sauf qu'à la fin du chantier Notre-Dame, on ne va pas faire des chômeurs, on ne forme pas des chômeurs, on forme des restaurateurs, des charpentiers, des couvreurs, des tailleurs de pierre. Donc l'objectif, c'est de pérenniser, de sanctuariser un peu le budget du ministère de la Culture, et on l'a estimé, pour que ça puisse continuer un peu dans cette voie, suite au plan de relance, à peu près à 500 millions par an. Donc nos métiers ne se limitent pas à la restauration de la cathédrale Notre-Dame, même si c'est le chantier phare en ce moment. On a des centaines de chantiers en cours en ce moment en France, en province. Donc on arrive à le mener de front, mais il faut que l'on puisse continuer à salarier ces personnes qui seront formées dans le cadre de ce plan de relance du chantier Notre-Dame. Donc c'est important de pouvoir continuer sur des niveaux de budget suffisamment conséquents pour qu'on puisse continuer dans cet élan. Bernard, pour rebondir sur ta remarque, dans le dernier colloque que nous avons organisé sur les vaccins Covid, il y a eu exactement le même problème. Les entreprises, on est venu les voir, on leur a dit, voilà, vous faites un demi-kilo les lipides qu'on entoure l'ARN, il nous en faut 1 tonne dans 2 mois. Ils n'avaient ni les personnels, ils en faisaient un demi-kilo par an. Eh bien, ils ont réussi, un peu de la même manière, pareil chez Pfizer, à Évreux, à rassembler 200, 300 personnes en quelques jours pour pouvoir arriver, je ne sais pas ceux qui ont participé au colloque, si vous vous souvenez, j'en étais étonné de ça, on ne pensait pas qu'il y avait tant de compétences disponibles finalement, et qu'on arrive à les mobiliser. Alors, moi, je voulais parler un petit peu de la peinture murale. Donc, nous, on n'était pas vraiment dans le cas de chantier de sécurisation, on était dans le cas de chantier des chapelles test. Donc, on était là pour anticiper la restauration. Donc, c'est pour ça qu'on était en coactivité avec le vitrail, le parement et la sculpture. Donc, nous sommes des structures plus petites, nous sommes des travailleurs indépendants, on se met en groupement pour des chantiers de ce genre. Voilà. Mais nous, on avait une position un peu en amont pour la restauration, mais on n'était pas vraiment impliqués pour la sécurisation du chantier. Merci, je crois que le timing est pile.